Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau V plus M égale préco. Aujourd'hui, je réponds pas à vos questions, mais c'est Julien Falconet assis juste à côté de moi qui va répondre aux nôtres. Julien, tu fais partie de la dernière table de playtest, la table de Fabien. Fabien qui découvre le jeu comme n'importe quelle personne, parce qu'il n'a jamais joué avec moi. Le livre. Avec le livre, voilà, c'est ça, avec le livre. Et c'est la dernière table de playtest en fait que je vais faire de Vademecum. Tu joues avec Adrien Cahuzac, avec Natacha Forel et avec Valentin, celui qui était venu sur la cellule nous présenter les courants alternatifs. Voilà pour présenter très très rapidement cette table extraordinaire. Julien, ça va la pêche ? La pêche. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de Vademecum à ce stade ? Comment est-ce que tu trouves le jeu ? Est-ce que ça va ? Est-ce que tout se passe bien ? Tout se passe très bien. On en est donc à la 3e séance, globalement. Ouais. Donc, ça, pour l'instant, le jeu fonctionne, notamment la partie mécanique, la partie combat tactique, la partie progression. Moi, je trouve que ça fonctionne assez bien. Ça me rassure un petit peu. Parce que il y a une partie ludiste, un peu comme ça, qui est assez rigolote, avec suffisamment de points d'expérience, suffisamment pour qu'on ait le temps de découvrir des nouveaux pouvoirs, et puis de les utiliser, et puis de voir quel impact ça a sur le jeu. Donc ça, c'est la dimension échiquier. Pour l'instant, tu trouves que ça fonctionne bien ? Ouais, l'échiquier, je trouve que ça fonctionne bien. Il y a les portées en cases qui font parfois un peu étranges, mais une fois qu'on a accepté le principe, ça marche bien et on peut imaginer ce qui se passe derrière sans difficulté. Toi qui as joué à des vieux jeux, entre guillemets, comme Donjons et Dragons, première édition, L'Œil Noir, peut-être, t'en as fait un peu de L'Œil Noir ou pas ? J'ai commencé avec L'Œil Noir. Avec L'Œil Noir, voilà, t'es comme moi. J'ai beaucoup joué en 3e édition. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là ? Est-ce que ça te fait pas vraiment penser à ce type de jeu un petit peu ? Alors, pas L'Œil Noir, parce que L'Œil Noir, il n'y avait pas vraiment de combat tactique. Mais par contre, Donjons et Dragons, qui avait introduit des feats qui jouaient effectivement sur des déplacements tactiques, ça on le retrouve dans Vademecum et j'ai trouvé ça assez sympa. D'accord, ok. Notamment les modes de déplacement en fonction des personnages, des choses comme ça, où on peut essayer de réellement utiliser l'échiquier comme support de réflexion en tant que joueur et en tant que... Voilà. D'accord, parce que comme je le dis souvent, l'idée c'était aussi de renouer avec ces vieux jeux-là, en fait, entre guillemets. Donc voilà, donc apparemment le pari est plutôt réussi. Tu me disais en préparation du podcast que par contre ce qui te frustrait un petit peu, c'était que comme il y a beaucoup d'action, comme il y a beaucoup de combats qui pop à n'importe quand, c'est difficile de roleplayer, de jouer son personnage finalement. Alors ouais, c'est-à-dire que effectivement le premier truc c'est qu'il y a une intrigue qui est intense, où il y a énormément de secrets, de révélations, de choses qu'on n'attend pas, ou qui remettent un peu en cause le contexte pourtant historique. Ça, c'est difficile. Et qu'en plus, effectivement, alors peut-être aussi parce qu'on joue en playtest et que donc on cherche à avancer, on n'a pas le temps de reprendre son souffle. Son souffle, ouais. Et que donc, sur les scènes de roleplay, moi, j'ai parfois été un peu frustré de ne pas avoir le temps d'explorer un peu plus certaines interactions entre personnages. D'accord. Alors, je ne vais pas rentrer dans les personnages, mais détails, il y a des retrouvailles, il y a des choses un ouais. peu où voilà, j'aurais aimé éventuellement développer davantage. Voilà. Mais ça, je ne sais pas si c'est le jeu, si c'est maintenant on l'a joué. C'est un curseur dans la base, c'est précisé que selon l'envie en fait du meneur d'avancer, d'en mettre plein la gueule à ses joueurs, c'est très flexible en fait ces scènes. Soit il laisse beaucoup de temps, soit il en laisse peu. Après, d'expérience, je sais aussi que tu es un joueur qui aime bien ces scènes-là, mais en abondance. Moi, par exemple, j'aime pas autant jouer ces scènes-là que toi. D'accord. J'aime bien quand c'est un peu court et qu'on passe tout de suite au problème. Donc ça va être en fait en fonction de la table des joueurs, il va falloir un peu faire des rillettes, s'adapter à sa table, quoi. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Mais ouais, attends, en tout cas, techniquement, ça a l'air de marcher. Ouais, techniquement, ça fonctionne. Sur le décompte du temps, j'attends un peu de voir ce que ça va donner à la fin, parce que ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Et donc là-dessus, pour l'instant, on suit un petit peu. Alors ça donne, il y a un effet rigolo parce qu'effectivement, il y a des choses qui se passent vite. Ouais. Mais ok, ça fait partie du canon. Enfin, c'est partie du contrat social que certaines choses un peu extraordinaires peuvent se passer vite. Il n'y a pas que ça d'étrange, donc c'est pas grave. Donc voilà, mais effectivement, les secrets sont difficiles à découvrir à l'avance, pour un certain nombre. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui arrivent à un moment où... Ça, on l'avait compris, en fait. D'accord, on l'avait pas forcément formulé, mais bon... ok, ça correspond bien à ce qu'on avait pensé. Voilà. Et en fait, voilà, c'est ça. Il y a des révélations et des problématiques qui sont là plus pour confirmer les joueurs dans un chemin que vraiment pour leur infirmer quelque chose. C'est plus pour confirmer des suppositions. Au niveau du séquençage des scènes, ça te pose pas de problème, les scènes d'exploration, c'est violent. Mais c'est violent, c'est-à-dire que c'est vraiment un découpage en scène stricte.
Voilà, il y a des scènes où il y a l'échiquier, il y a des scènes où il n'y a pas l'échiquier. Ça prend tant de temps. Donc c'est clairement pour des joueurs plus habitués à ce que tout coule, à ce qu'on distingue pas trop, à ce qu'on sache, on soit toujours un pied entre deux, etc. C'est très fort. Mais c'est le présupposé du jeu. J'ai pas de problème avec ça. Une fois qu'on l'a bien intégré, ça marche, quoi. Alors, comment le dire simplement? On dit que le jeu est cher. C'est un commentaire qui revient très souvent sur les réseaux sociaux et compagnie. Toi, tu as joué au jeu, tu as vu le matériel. Qu'est-ce que tu en penses à titre personnel? Tu peux dire que c'est cher, hein, Julien. Alors, je me souviens plus du prix, mais... 50 balles. Moi, j'ai tendance à trouver que le jeu de rôle... Personnellement, j'ai tendance à trouver que le jeu de rôle est jamais trop cher. Enfin, T'es un grand passionné. Non, mais c'est toujours... que ce soit des jeux... quand on a 300 pages couleur, enfin, il n'y a aucun... C'est jamais par rapport au temps passé, par rapport... Enfin, de toute façon, c'est jamais des prix dans lesquels on rémunère vraiment les auteurs finalement. Donc j'ai tendance à trouver que c'est pas cher. D'accord. Clairement, on est sur un jeu qui tire sur le jeu de société en termes de quantité de matériel, en termes de quantité de pièces. Et les jeux équivalents dans lesquels on va acheter des cartes, dans lesquels on va... En plus, par exemple, je sais que sur les dernières éditions de Donjons & Dragons et d'autres jeux, il y a des cartes pour les sorts, ce que moi je trouve hyper efficace. Là, les cartes de pouvoir, c'est un peu la même chose. En fait, ça s'achète en plus et ça finit par revenir cher aussi. Donc moi, je trouve pas ça cher. Dans la mesure où tout le matériel est fourni. C'est ce que disent les gens. Voilà. Donc mais ça tire un peu plus le jeu sur du jeu de société. Donc moi, j'ai pas de... Ça me semble être un jeu qui fournit un matériel conséquent. Et donc, et notamment parce qu'il n'y a pas que les feuilles de pouvoir, il y a aussi les fiches de révélation. Et ça, quand on reprend une partie au bout de 2-3 semaines et qu'on les relit, en fait, c'est pas mal. Parce qu'un des gros problèmes, moi je suis un joueur qui prend beaucoup de notes, mais c'est pas le cas de tous les joueurs. Et souvent, quand on reprend une partie au bout de 2-3 mois, en fait, on passe la première session quasiment à se souvenir de ce qui s'est passé. Et là, on a vraiment les trucs clés en main, et ça, c'est vraiment pas mal. À quel genre de joueur de jeu de rôle tu conseillerais Vademecum? Par exemple, tu vois, c'est dans la droite ligne de tel jeu, ou c'est... Paradoxalement, c'est très ludiste. Notamment la manière dont on l'a joué. C'est du pouce-pion, quoi. T'as envie de dire, c'est un peu pouce-pion, quoi. Non, parce que en fait, on alterne deux trucs qui sont assez typiques de cette... Alors, je sais pas s'il faut utiliser ludiste, mais de ce type d'analyse-là, qui est que ça repose vraiment sur les joueurs. C'est-à-dire que le combat tactique repose vraiment sur les choix des joueurs, plus que sur le ressenti des personnages ou... Oui, d'accord. On fait pas pendant le combat, on fait pas des actions parce qu'elles sont cohérentes avec notre personnage. On les fait parce qu'elles sont intéressantes d'un point de vue tactique. C'est arrivé, mais bon, c'est plus l'exception que la règle. Entre les deux, on a des scènes d'investigation qui reposent réellement sur les capacités du joueur de faire des recoupements, etc. Parce que finalement, on va peu chercher dans notre background pour résoudre le problème. C'est un jeu, à mon avis, qui pousse plutôt à ce qu'il y ait un gros échange d'informations entre joueurs. Au-delà, parfois, peut-être des sensibilités des personnages qui pourraient avoir intérêt à cacher certaines choses qui les concernent ou des trucs comme ça. Mais le jeu fonctionne moins bien, je pense, si jamais les personnages se cachent des choses. Ah oui, ça c'est sûr. Alors pourtant, parfois il y a des choses un peu perso, quoi. Un peu perso, bien sûr. Donc à ce titre-là, je pense que c'est effectivement, on retrouve du combat tactique à la Donjons & Dragons et du jeu d'enquête vraiment traditionnel. Alors peut-être pas du Cthulhu, encore qu'il y a une dimension un peu fantastique, mais voilà, on est vraiment sur alternance jeu d'enquête et jeu tactique, donc plutôt des lignes très traditionnellement classées en ludiste. Voilà. Est-ce que tu trouves pas quand même que les scènes de contemplation apportent quelque chose sur la psychologie des personnages? Alors, les scènes de contemplation, moi je les ai pas utilisées pour mon personnage, pour différentes raisons, parce que j'étais assez peu blessé notamment, parce que j'ai pas un rapport aussi précis qu'avec King, j'ai pas un rapport aussi poussé à la douleur, enfin la souffrance. C'est la souffrance, que les autres. Donc, du coup, moi, j'y ai pas fait appel. T'en as moins. Alors que pourtant, t'es le joueur, typiquement, enfin, te connaissant, t'es le genre de joueur qui va kiffer ce genre de scène. Tout à fait. Donc, mais j'ai eu tendance à les faire un peu dans ma tête. D'accord. Donc voilà, c'était un peu ça. Parce que justement, le support ludique derrière, qui était de faire fluctuer la souffrance, pour moi, avait pas suffisant. Il n'y avait pas de ressort
Ouais, d'accord. En fait, j'ai intérêt à le faire. Pour l'instant, j'ai eu l'intérêt à la faire varier, ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord, ok. Ça c'est vraiment dommage. Dommage et étrange parce que je sais pas si tu sais ça, mais en théorie, les adversaires lancent des sorts en se servant de ta souffrance. Oui, alors ça nous est arrivé une Donc fois. théoriquement, tu as tout intérêt avec King à la faire. Ah oui, mais sauf que tu l'as. Oui, d'accord, comme tu ne te fais jamais blesser, finalement, elle n'augmente pas. Alors j'ai été peu blessé, donc elle est assez vite remontée, et après, j'ai pas été reblessé, donc voilà, il y a une espèce D'accord, ok. de fluctuation autour de ça qui fait que. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tu joues le personnage donc de King. Voilà, je joue le personnage de King. Donc il me semble qu'Adrien joue Queen, que Natacha joue Knight et que Valentin joue Bishop. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc vous l'avez compris, il y a des archétypes de personnages. King, c'est vraiment le flic, le bourrin. Queen, c'est plutôt archétype psycheur, on va dire magicienne et compagnie, pour faire simple. Bishop, c'est le scientifique. Clairement. Ouais, scientifique avec un sabre. Hein. Avec un sabre. C'est scientifique, un peu musclé. Quoi. Et donc Knight, qui est le militaire, lui, c'est 100% infiltration, etc. Vraiment le Snake de Metal Gear. Quoi. Et puis bourrin aussi. Elle joue une femme ou un homme? Elle joue une femme. C'est intéressant aussi de voir différents Knights parce que moi j'ai vu qu'une fois une femme Knight. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça va être intéressant de voir si ça a un rôle. Comme Knight a une famille, ça change aussi. Ouais. Ça change aussi. Notamment les scènes d'introduction étaient assez rigolotes. D'accord, ok. Est-ce que ça te donne envie, ce que tu vois du jeu, ça te donne envie de le maîtriser toi-même? Alors moi, ça me donne très envie de le maîtriser parce que justement, je suis un peu frustré sur les scènes de roleplay. Donc j'ai très envie de voir la base justement derrière pour la reprendre. Moi je suis pour l'attirer beaucoup plus, interaction entre personnages. Est-ce que tu vois la dimension maelstromique, si j'ose dire, de Vademecum pour l'instant ou pas du tout? Est-ce que c'est un obstacle? Est-ce que par exemple parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, est-ce qu'il faut avoir lu le Maelstrom pour jouer à Vademecum? Est-ce que ça sert à quelque chose de, tu vois? Alors pour moi, non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que le jeu, enfin, j'ai pas lu le Maelstrom, je connais les principes, mais tu te sens dans un jeu Maelstrom, je veux dire. Le jeu, pour moi, est un jeu assez traditionnel sur la base ludiste. Hein, c'est-à-dire, voilà. On alterne des scènes d'exploration de donjons et des scènes d'investigation pour essayer de comprendre une conspiration, enfin un truc un peu étrange. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Donc on est sur un jeu qui n'a pas du tout besoin d'autre chose que lui-même. Je pense que ça ressemble à un jeu de rôle, quoi. Je pense que c'est même. Faut pas. Voilà, avec la première liste, je dirais même que c'est peut-être même un jeu pour débutants. Ah, ça me fait plaisir. Parce qu'il a été pensé pour ça, quand même. Et voilà, donc si on le tire seulement en ludiste, en fait, ça peut être un jeu peut-être trop pour débutants. D'accord. Pour moi, j'aurais besoin de rajouter un peu d'interaction personnage. Ouais, je comprends. Un peu d'émotion, pour pouvoir. Je comprends tout à fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es ennuyé? Ah non. Non. Non, parce qu'on joue speed, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de. Les combats tournent vite. Les scènes d'investigation. Si elle dure trop longtemps, il se passe quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment un jeu qui a été pensé pour ça, en fait. C'était vraiment logiquement. Donc et puis ce compteur, on sait que dès qu'on passe trop de temps sur un truc, ça va cocher une case de 20 minutes. 20 minutes. Et donc le temps est décompté dans Vademecum. Voilà. La ressource principale du jeu est le temps. C'est-à-dire que chaque action vous prend du temps. Et vous savez que vous n'avez que 24 heures pour, à un moment donné, assez rapidement dans l'histoire, on vous annonce que vous n'avez que 24 heures pour résoudre l'affaire. Donc voilà, vous savez qu'à chaque fois que vous faites une action, effectivement, le temps passe. Exactement. Donc voilà, il y avait... Non, on n'a pas eu le temps de... Et puis on s'est pas séparés du tout. Ah, de toute façon, c'est interdit. Donc, le jeu l'interdit. Okay. On ne peut pas se séparer. Ça fait partie du contrat social des joueurs. Des joueurs. Leurs personnages ne peuvent pas se séparer. Ils doivent se battre ensemble. Ils doivent être ensemble tout le temps. Ouais. Voilà. Mais voilà. Donc ça, c'est une contrainte qui est assez forte. Et ça fait que, notamment, il y a des dissensions qu'il n'y a pas eu dans le groupe. Ah oui, d'accord. Notamment à un moment sur la question d'aller aider tel ou tel PNJ, tel PJ. Ouais, tel PJ aussi, d'accord. Un PJ qui avait un intérêt particulier parce que ça touchait ses proches, et on avait un autre intérêt qui concernait quelque chose de plus. Vous pouvez pas vous diviser, vous devez vous mettre d'accord, en fait. Et du coup, voilà, donc on a fini par se mettre d'accord pour des raisons méta.
D'accord, ok. Oui, bien sûr. Mais ça, comme c'est dans le contrat social, voilà, ça fait partie. Ça fait partie du jeu que de se mettre d'accord pour des raisons méta et pas forcément. Mais je vois, du coup, je sens bien dans tes réponses toute la frustration qu'il y a quelque part à. Ah, c'est dommage, ça manque de cohérence. J'aimerais aller plus loin dans la cohérence avec mon personnage et un peu moins dans le ludisme. C'est ça. Voilà. Ouais. En cela, c'est un jeu qui ressemble pas du tout à Sens, par exemple. Non, pas du tout. C'est en prendre totalement un autre contre-pied. Vraiment, alors, dans le sens, il y a bien quelques combats tactiques qui, comme il n'y a pas de dés, sont très tactiques, mais pour le reste, au contraire, on est sur Sens, on est sur quelque chose où on peut ne s'intéresser qu'à ce qui motive les personnages et ça marche quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que là, pas du tout. Là, si on s'intéresse que à ce que motive les personnages, King, il part se cacher avec ce qu'il a trouvé et ça suffit, quoi. Tu vois, on m'a demandé dans le fixe cette semaine, on me demande pourquoi est-ce que j'ai choisi d'appeler ce jeu non pas un jeu de rôle sur le site, mais un jeu de société. Et là, je pense que tout ce que tu viens de dire montre pourquoi. Pour moi, sur l'expérience, c'est un peu plus qu'un jeu de société, mais on tire sur. C'est entre le jeu de plateau et le jeu de rôle, quoi. C'est clairement. ça. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est plus qu'un Andorre, mais on est quand même dans le jeu de rôle. Mais il y a une dimension, il y a une dimension matérielle, il y a une dimension très ludique. On déplace des pions, on essaye de résoudre des énigmes, plus que des scènes de roleplay, plus que des problématiques. Est-ce que tu as la sensation alors du coup, je vais plus loin. Est-ce que tu as la sensation de jouer un personnage ou est-ce que tu as la sensation, toi, joueur, en fait, d'être plongé dans une aventure et à travers un simulacre de faire l'enquête toi-même, finalement? C'est un peu ce que tu disais quand tu disais voilà. C'est un peu peut-être ma limitation personnelle. D'accord. Parce que toi, ce que tu aimes dans le jeu de rôle, c'est jouer quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Alors que là, tu as la sensation que c'est toi-même qui résout le truc. Oui, ou plutôt j'ai la frustration de ne pas réussir à jouer le personnage qui m'a été donné. Alors qu'il a l'air intéressant. Alors qu'il a l'air cool, il y a un gros potentiel, mais j'ai été obligé d'accepter à certains moments, parce qu'on voulait aller vite aussi, des ficelles méta qui font que voilà. Mais tu verras donc dans le jeu que ça, encore une fois, comme je te le disais, c'est un curseur. Ouais. C'est-à-dire en fait, en tant que seigneur, tu peux, en fonction des envies de ta table et de tes envies personnelles, faire varier ça énormément parce que à travers les scènes de contemplation, à travers la souffrance et compagnie, tu peux aussi développer vraiment la psychologie des personnages. En fait, tous les outils te sont donnés pour pouvoir effectivement développer ça. Après, il y a peut-être aussi ce côté, je sais que j'ai mis un peu la pression à Fabien dans la mesure où le jeu est actuellement en fait déjà édité, tout est emballé. Logiquement, votre playtest, c'est le playtest un peu de la... C'est le playtest de la confirmation. C'est pas un playtest qui doit m'apporter des modifications. C'est l'avant-première. Voilà, c'est ça. C'est l'avant-première. C'est le playtest qui confirme en fait que tous les choix qui ont été faits sont bons. Et pour l'instant, d'ailleurs, il n'y a pas d'accident majeur, à part quelques fautes d'orthographe qui ont été retrouvées de ci, de là, donc ont été corrigées encore. Et donc, comme je te disais, c'est une histoire de curseur. Dans le jeu, il y a effectivement cette dimension-là. Tu peux, si tu veux, pousser les personnages. Ça, je l'ai senti. C'est pour ça que justement, la masteriser, ça m'intéressait parce que je pense que je prendrais une autre posture et qu'éventuellement, je tirerais le jeu un peu plus dans cette direction-là. Tu vas voir, je ne vais rien te dire sur la suite parce que vous êtes en plein milieu du jeu là, en fait. Et ça, c'est peut-être le truc que j'ai trouvé qui me manquait. Et je pense que ça, c'est peut-être présent déjà dans la base. C'est que il y ait besoin de temps en temps de jouer la cohérence du personnage pour faire avancer l'aventure. Alors c'est plutôt une posture sim, mais voilà, je trouvais que c'était dommage qu'on puisse pas que ce soit pas encouragé. Ce qui est marrant, c'est que dans ton discours, on entend bien ce que je disais dans ma vidéo précédente sur ces fameuses tensions GNS un peu. C'est-à-dire qu'il y a des choses on voit bien. Tu dis il y a trop de ça. On voit qu'il y a des joueurs qui vont peut-être se sentir frustrés par ces allers-retours entre différentes démarches créatives. Alors après, il y a plein de discussions parce qu'on en discute aussi de votre partie avec Fabien parce qu'il me fait tous ses retours en fait, il déballe vraiment son sac, il explique tout ça s'est bien passé, ça c'était moins bon, ça c'est machin. Donc du coup lui apparemment il a l'air de dire qu'en fait la démarche créative est cohérente et donc toi tu as l'air de dire oui c'est du ludisme en fait, c'est ça. Voilà, on va pas se prendre la tête, voilà. Pour autant comme je te le dis il y a quand même de quoi faire de tirer un peu plus sur la cohérence des personnages, donc voilà, je demande à voir ce que ça va donner en fonction des meneurs et tout ça. Merci Julien, est-ce que tu as un dernier truc à dire sur le jeu, un truc qui te viendra en tête là comme ça? Non, je crois qu'on a déjà bien bien exploré le truc. Merci Julien de m'avoir présenté ton point de
de vue sur le jeu. T'as pas de reproche à lui faire comme ça là Non, c'est un jeu parfait. À part que je mettrais plus d'interaction aux personnages parce qu'ils sont quand même cool et qu'on sent qu'il y a un potentiel qui est. Donc voilà. Donc en fait, c'est pas tellement un reproche, c'est juste moi quand je jouerais à ce jeu, j'explorerais plus ce côté-là que le côté qu'on explore en ce moment avec cette table. Très bien, très bien. Merci Julien encore une fois d'être venu nous présenter comme ça Vademecum de ton point de vue. La prochaine fois, j'aurai du matériel à vous montrer. Vous allez voir, ça commence à dépoter là chez l'imprimeur. On commence à avoir des résultats. Allez, à tout bientôt. Salut, à plus.